au Clos de Vougeot en Bourgogne. Nous sommes sur la route des grands crus classés de Bourgogne. Les vendanges se terminent ces jours-ci. Arnaud, là où vous vous trouvez, il y a du raisin autour de vous. Oui, et nous allons le presser, pas n'importe comment, à l'ancienne, avec le matériel d'époque. Faisons les choses dans l'ordre. D'abord, il faut du raisin. Nous l'avons placé dans ce pressoir tout à l'heure. Et maintenant, nous allons pouvoir assister à la presser. Et regardez, vous allez voir comme c'est sportif. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Allez, Fabrice, il faut vraiment être 4 pour presser, pour pousser? Au moins 4 personnes, oui, au moins. Pourquoi? Le poids de l'aiguille est très lourde. Allez, on y va, on continue et nous on va aller voir ce que ça donne là-bas, si le raisin coule vraiment. Nicolas Lureau, ce matériel redémarre sans aucun souci, c'est seulement pour les journées du patrimoine, mais il redémarre sans aucun problème. Hein. Tout à fait, c'est une machine relativement simple finalement qui a été construite à la fin du XVe siècle et donc elle remplit parfaitement son office encore aujourd'hui. Et ça fonctionne. Et là on voit couler donc ça y est, ce qu'on appelle le bourru pour l'instant. Tout à fait. Qui va devenir ensuite un vin que nous consommerons avec modération. Et pour l'instant, le bourru coule. Tout ça dans ces terroirs de Bourgogne. Voilà, le raisin coule, le vin ensuite, et tout cela grâce à un terroir exceptionnel. C'est Climat de Bourgogne, classé au patrimoine de l'UNESCO. Et pour en parler, je vous propose d'aller dans les vignes. C'est le meilleur endroit, Marie-Sophie. Nous sommes entourés de vignes qui sont plantées dans une terre bien particulière, des vignes reconnues et classées par l'UNESCO depuis cet été, Arnaud. Oui, les climats de Bourgogne classés depuis le mois de juillet. Les climats, c'est quoi? Faut se baisser. Regardez, c'est cette terre. C'est vraiment là qu'on se rend compte de ce que c'est exactement. Aubert de Vilaine, le climat, comment on peut le définir? Écoutez, il y a une phrase de notre président de comité de soutien, Bernard Pivot, qui, je pense, résume bien ce qu'est un climat. Il dit, quand on parle de climat en Bourgogne, on ne lève pas les yeux au ciel, on regarde vers la terre. C'est donc la terre. C'est donc la terre. Ce terroir, avec des noms qui font chanter le terroir. Si on peut donner des exemples de climat, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Écoutez, il y a le Chambertin, oui. La Romanée, le Richebourg, le Montrachet, Pommard, Volnay, énormément de noms, effectivement, que tous les amateurs connaissent. Alors, une date importante, début juillet, c'était en Allemagne, à Bonn, la cérémonie, là où on a appris que ces climats étaient classés. Et là, c'était un moment extraordinaire pour vous et pour la Bourgogne. Le 4 juillet, effectivement, un grand moment d'émotion et de fierté. À titre personnel, puisque vous avez porté ce dossier pendant 10 ans de travail quand même? 8 ans, disons 8 à 9 ans. Et ça a été un combat, ça n'était pas gagné d'avance. Effectivement, quand le président du comité international a dit que la Bourgogne est inscrite, et quand on a entendu tous ces ambassadeurs de pays un peu improbables pour nous, comme le Vietnam ou le Liban, dire tout le bien qu'ils pensaient de notre région, c'était un moment de vraie émotion, effectivement. Et c'est votre travail, porté par beaucoup de bénévoles, bien sûr, mais je sais que vous avez été une cheville ouvrière, même si vous n'avez rien de spécialement à gagner dans cette affaire. C'est notamment grâce à vous, la Bourgogne peut vous dire merci. Je sais que vous êtes modeste, vous n'allez pas dire ça, mais je peux le dire au nom de la Bourgogne. Non, j'ai mené ce dossier, j'étais président du comité, mais c'est mon équipe qui a fait le travail. J'ai une équipe formidable, beaucoup de soutien du monde politique et soutien d'énormément d'entreprises de la région, d'entreprises étrangères aussi, qui nous ont apporté un mécénat sans lequel on n'aurait jamais pu aboutir. Et soutien des Bourguignons. Alors il reste un petit peu de raisin là dans les vignes, mais c'est pas le raisin qui sera fait pour le vin de cette année. Ce sont les grappes qui restent et qui vont rester sur les pieds dans les prochains mois. C'est vrai que pour parler de la vigne ici, on pourra en faire tout un feuilleton finalement. On appellerait ça, je sais pas moi, plus belle la vue ou plus belle la vigne par exemple. C'est joli Arnaud, ça, c'est joli, moi je garde. En effet, ici, au Clos de Vougeot, la culture de la vigne a commencé grâce à eux, Arnaud. Oui, nous sommes à une dizaine de kilomètres de l'abbaye de Cîteaux seulement. Les moines ne sont pas très loin quand on parle ici du château du Clos de Vougeot. Benoît Chauvin, vous êtes chercheur, l'un des meilleurs spécialistes experts, on peut le dire, au monde sur l'histoire des cisterciens. C'est vraiment un lieu unique au monde, ici, le Clos de Vougeot. Oui, unique au monde, parce que vous avez ici la conjonction de 3 choses. La première, c'est un don de la nature, en ce sens que sont réunies ici les conditions optimales pour la culture de la vigne. Nous sommes entre 220 et 260 mètres d'altitude, donc aucun problème. On a une côte qui est exposée au soleil levant,
ce qui est extrêmement précieux. On est au-dessus des brouillards de la plaine de la Saône. On reçoit des vents d'est, des vents d'ouest asséchés qui descendent de la montagne bourguignonne. Vous avez des sols qui sont en partie graveleux. Par conséquent, vous avez là des conditions qui sont absolument magnifiques. C'est pour ça que les moines se sont installés ici? Oui, ce ne sont pas des conditions qu'on rencontre partout, mais on les rencontre, toutes choses inégales d'ailleurs, en Alsace, en Champagne. Mais ici, les moines ont pris un relais tout à fait particulier à partir du XIIe siècle. L'archéologie vient de prouver qu'il y avait eu de la culture de la vigne à l'époque gallo-romaine, que celle-ci s'est maintenue à l'époque carolingienne avec les clos des évêques, et les moines de Cîteaux ont pris le relais au XIIe siècle. Et ici, donc, on voit toute l'histoire évoluer parce qu'on est au 12e, mais si on va vite, on arrive là, dans une salle à manger de 19e. Ici, c'était des chambres à l'époque des moines. Oui, c'était l'antichambre des appartements de Jean Loisier à Cîteaux. Mais le décor qui nous entoure est un décor 19e, complètement, qui a été fait par Léonce Boquet, qui n'a rien à voir avec, qui n'a rien de monastique, pour dire les choses. Non, le miracle de Cîteaux, c'est le respect intégral de la règle de Saint-Benoît, donc la remise en avant de la valeur du travail manuel, qui est conçue comme un équilibre de vie et une ascèse personnelle. Les cisterciens ont eu le génie également d'affranchir beaucoup de paysans qui sont devenus frères convers, c'est-à-dire des religieux mais voués au travail manuel. Ça leur a donné une force de travail formidable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à planter pour leurs propres besoins, parce que les communautés sont nombreuses, parce que les abbayes jouent le rôle d'hôtel également. Et puis, progressivement, on est passé d'une viticulture autarcique à une viticulture commerciale, parce que la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, c'est l'essor des villes, c'est les croisades, c'est l'essor des échanges, etc. Il y a plus de demandes, donc les moines ont répondu en faisant de l'offre. Voilà. Et pour la suite de l'histoire, je vous renvoie aux ouvrages de Benoît Chauvin sur cette histoire pour la partie contemporaine. Vivre dans un château comme celui-ci, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Et dans ce château du Clos de Vougeot en Bourgogne, Arnaud, vous allez maintenant nous parler d'une confrérie qui est chargée de faire vivre les lieux. La confrérie des chevaliers du Tastevin. Alors le Tastevin, c'est quoi? C'est ce petit ustensile qui permet de tester le vin, comme son nom l'indique, ou plutôt de le déguster. Franck Ferrand, vous faites partie de cette confrérie. Oui, j'ai cet honneur et d'ailleurs je suis un peu honteux parce que je suis venu sans mon tas de vin, donc c'est dommage. Vincent Barbier, vous êtes grand maître de la confrérie. Ça sert à quoi une confrérie aujourd'hui? Il y a 12 000 membres à travers le monde. Ils ont un rôle d'ambassadeur de la Bourgogne, du vin de Bourgogne précisément. Oui, absolument. Le rôle de la confrérie, c'est de faire la promotion des vins de Bourgogne. Voilà. Un peu partout dans le monde. Vous l'avez dit vous-même, nous avons des confrères dans 70 pays du monde, surtout dans les pays anglo-saxons, mais beaucoup l'Asie, de plus en plus en Asie. Avec un slogan, une devise, jamais en vin VAIN, toujours en vin VIN, avec modération, on est obligé de l'ajouter. Franck Ferrand, les confréries, ça fait partie du folklore français, c'est une tradition française. C'est folklorique ou c'est vraiment actuel? Il y en a dans tous les vignobles, bien entendu. Vous savez, elles sont plus ou moins actives, plus ou moins anciennes. Évidemment, les chevaliers du tas de vin, c'est l'aristocratie de ces confréries. Il faut imaginer ce qu'est la fête ici, dans cette même salle, quand il y a un soir de chapitre. On appelle ça un chapitre. Et les tables sont tout en long, tout le monde se met à chanter en même temps. Il y a une atmosphère, une fête extraordinaire. On le voit en ce moment, et c'est un château qui vit tout au long de l'année, Vincent Barbier. Absolument, tous les jours. Déjà 50 000 visiteurs. Et puis ensuite, une vingtaine de manifestations de notre confrérie, chapitre avec 570 participants, et puis assemblée générale, 2 séances de tas de vinage, et puis aussi, alors très important, vous le voyez en ce moment, des mariages ou des réceptions tout au long de l'année pour tous les gens qui nous font confiance, parce que nous avons une brigade de chefs en cuisine juste là derrière, équipés bien évidemment aux normes obligatoires, aux normes européennes aujourd'hui. On l'imagine. Ah oui, et ça, voilà, tous les jours, le château travaille, fonctionne et reçoit du monde.